Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Natacha Razdeir, vous intervenez au cinéma L'Étoile de Saint-Médard-en-Val dans le cadre du festival de science-fiction Les Mycéliades. À cette occasion, vous avez accepté de répondre à quelques questions pour notre podcast Chandail et Chignon. Mais avant cela, une annonce de notre partenaire et sponsor. Parce qu'il y a toujours beaucoup à faire dans un foyer. Et ça, les femmes le savent bien. La lessive Plix 3 en 1 nettoie, repasse et plie votre linge directement dans votre machine. Plus qu'une lessive, Plix 3 en 1, le bonheur au bout des mains dans chaque foyer. Et pour toutes les femmes. Natacha Razdeir, vous êtes enseignante et chercheuse à l'université Bordeaux-Montaigne et présidente de l'association Les Hypermondes, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Je vous propose de commencer par présenter l'association Les Hypermondes. Voilà, alors Les Hypermondes, c'est une association que nous avons créée en 2020, janvier 2020, sans savoir que nous allions rentrer dans une période historique, celle du Covid et de la pandémie, que tout le monde donc a plus ou moins subi. Et nous avons créé cette association en fait tout simplement pour soutenir le festival Hypermonde qui devait aussi se tenir en 2020, mais qui s'est tenu donc en 2021 pour sa première édition donc à Mérignac et qui continue d'ailleurs de se tenir à Mérignac. Voilà. Donc c'est une association qui va en fait regrouper, réunir quasiment tous les acteurs en fait de l'imaginaire donc sur Bordeaux. Et Bordeaux Métropole, donc des éditeurs. Nous avions par exemple André-François Ruot qui était l'éditeur donc de la défunte maison d'édition Les Moutons Électriques, malheureusement qui a arrêté ses activités très très récemment. Il y avait également Laurent Kessy qui était auteur donc de science-fiction, mais aussi Céline Edgar qui est sur Libourne, mais qui est une grande autrice et de SF et de autrice jeunesse. Et puis des scientifiques comme par exemple Franck Celsis, astrophysicien, Nicolas Rougier qui est neuroscientifique. Voilà, donc tout un ensemble de gens qui avaient envie en fait de créer un festival de l'imaginaire en Nouvelle-Aquitaine, parce qu'en regardant une carte de France, on s'est rendu compte que la seule région où il n'y en avait pas, eh bien c'était la nôtre. Donc nous avons décidé de créer ce festival, d'où la création de l'association Les Hypermondes. Eh bien, du coup, le festival Hypermonde, en fait, c'est quoi, pour qui, où, quand, comment, tout ça? Alors, le festival Hypermonde, c'est à Mérignac Centre. Et ça se tient au mois de septembre. Donc, le prochain, ce sera le 21 et 22 septembre. Ou le 20 et 21, vous voyez, non, ce sera le 20 et 21 septembre, excusez-moi. Donc 20 et 21 septembre prochain. Donc en fait, le festival Hypermonde, il investit complètement la médiathèque donc Michel Sainte-Marie dans le centre de Mérignac, mais aussi donc un certain nombre de commerces, le cinéma, toute la place. On a un salon du livre donc de 600 mètres carrés. Et cette année, grande nouveauté, nous aurons également le partenariat avec le Pain Galant de Mérignac, la salle de spectacle. Parce que, alors ça, je ne peux pas en parler maintenant, mais nous allons avoir un super spectacle cette année, voilà, d'un immense artiste, qui est un artiste qui nous vient de Bruxelles. Mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant, donc il faudra me faire revenir. Voilà, et donc, voilà, le festival Hypermonde, c'est un festival gratuit, ouvert à tous. On a tous les âges qui viennent, vraiment, des tout petits, c'est-à-dire on peut accueillir des enfants de 2-3 ans jusqu'à évidemment toutes les autres générations. Et on parle beaucoup de science-fiction, d'imaginaire, de fantasy, selon une thématique. Cette année, ce sera les voyages. Donc ça se décline sous forme de conférences, de films, de exactement. spectacles, donc on a concerts. spectacle, concert de musique aussi. Cette année, on aura donc un spectacle, un concert de musique. On va faire venir aussi 2 autres groupes. Ça, c'est un peu on essaie que ce soit la marque de fabrique en fait d'Hypermonde. Nous avons donc un programme assez dense de tables rondes, de conférences, de rencontres avec nos invités. Et puis ensuite des dédicaces, un salon off et puis une programmation vraiment pour les plus jeunes, programmation famille avec notamment la participation de Cap Science et puis aussi bien sûr beaucoup d'animation, du rétro gaming pour les plus grands. On a un pôle jeu depuis l'année dernière qui marche très très bien, donc jeux de plateau, jeux de rôle, jeux vidéo, et ça nous a attiré énormément de monde. Un marché geek aussi.
et puis des bouquinistes. Vous voyez, donc c'est le livre qui est au cœur du festival, au cœur de la médiathèque, mais aussi tout un tas d'activités donc à côté. Est-ce que vous arrivez à savoir combien de personnes viennent et profitent de ce festival? Oui, absolument. L'année dernière, nous avons eu 10 300 personnes, exactement. Eh bien, nous le savons parce que, en fait, la première année, qui était une année de Covid, on nous a demandé, la préfecture, en fait, nous a demandé de vérifier. Donc, évidemment, vous vous rappelez ce pass sanitaire. Et donc, pour éviter d'embêter les gens, on leur mettait un petit bracelet à ceux qu'on avait déjà vérifiés. Puis finalement, on s'est rendu compte que ça nous avait permis de voir que pour la première édition, on avait attiré 2500 personnes. Donc on a gardé en fait ce système-là et nous avons des bénévoles qui distribuent donc ces petits bracelets. Il y a 1000 bracelets dans une boîte et nous avons donc nous avons ouvert plus de 10 boîtes, vous voyez. Donc on sait très exactement combien est-ce que nous avons eu de festivaliers, de festivalières chaque année. C'est impressionnant. Si vous gardez la même courbe de progression, cette année, ça va être... on espère, voilà, on espère. En même temps, il faut être prudent quand même parce que ça veut dire qu'un afflux de personnes, ça veut dire que la sécurité, elle doit être aussi particulièrement pensée en amont. Donc on fait très très attention en fait à tout cela pour éviter qu'il y ait des bousculades, voilà. Mais oui. C'est une grosse structure en fait, ça mobilise beaucoup de monde. Oui, alors le jour du festival, on est à peu près on est plus que ça, on est à peu près une 50aine de bénévoles. Et dans notre équipe maintenant, le CA, donc conseil d'administration d'Hypermonde, nous sommes 27. Oui, ça commence à être une très grosse association. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, on a vraiment, on a chacun, d'abord parce qu'on est bénévole, et c'est un travail énorme à faire, ne serait-ce que pour aller chercher des subventions, ce qui est notre travail actuel, où on passe quasiment 4-5 mois en fait à ne faire que ça pour évidemment assurer la gratuité du festival. Et ça s'annonce de plus en plus ardu. Oui, mais on a quand même... les universités nous suivent, nos 2 universités nous suivent, nous financent. La ville de Mérignac aussi a sécurisé la subvention. On a un petit peu plus, mais bon, les subventions n'étaient pas non plus extraordinaires, donc on a un petit peu plus de mal peut-être avec le département, la région. En fait, on ne sait pas exactement, on n'a pas encore les arbitrages, on va les avoir, mais... Bon, je pense que ça devrait pas quand même baisser, autant qu'en Loire-Atlantique, par exemple, ou dans l'Hérault, dans certaines régions. Espérons. Pour la culture, exactement. Et c'est quoi le label Futur Intérieur ? Alors, dans le cadre... toujours pareil, en 2020 on a été très créatifs. Voilà. On a été très créatifs parce qu'on s'est dit, il va falloir que... On ait en fait un certain nombre d'activités entre 2020 et 2021 pour faire vivre notre association. Et c'est là qu'en fait on a décidé, en partenariat avec le cinéma Utopia, donc à Bordeaux, de créer un cycle de cinéma de science-fiction, des films un petit peu anciens, mais bon, des années 80, des années 70, des années 60. On a même passé Le jour où la Terre s'arrêta de Robert Wise en 1952. Donc voilà, on décide de passer des films un peu anciens. Et alors, à notre surprise quand même, ça a très très bien fonctionné. Donc nous nous sommes alliés il y a 3 ans avec le Festival des Mycéliades, parce qu'évidemment ça tombait complètement sous le sens. Donc il y a à la fois les Mycéliades, par exemple à l'Utopia et dans d'autres cinémas de Gironde, comme par exemple ce soir à Saint-Médard. Et nous essayons donc de valoriser tout le patrimoine en fait de ces grands films de science-fiction, parce que même si la science-fiction n'est pas toujours évidemment considérée par l'intelligentsia de ce pays, par l'université ou par les politiques, c'est quand même les plus grands succès culturels en fait de la planète. Donc ce sont des films importants, universels, qui parlent à tous. Et donc ces Futurs Antérieurs, ils fonctionnent très très bien. Et là le prochain, ce sera dimanche. On aura le premier film de George Lucas en 1971. Qui s'appelle THX 1183, avec donc le journaliste Rafik Djoumi, qui a notamment qui était producteur et animateur de Beats sur Arte. Sacré programme. Et justement, quel est le lien entre l'association et le festival Les Mycéliades ? L'association, en fait, elle est partenaire des Mycéliades, puisque les Mycéliades, c'est un festival qui va demander dans toutes les régions, dans toutes les villes, dans les cinémas d'art et d'essai, en fait, ils ont un choix de cinéma, de créer donc des partenaires pour trouver des intervenants. Et je vous le dis, depuis le début, en fait, ça s'est fait tout naturellement, c'est-à-dire que l'Utopia
nous a demandé d'intervenir, la bibliothèque Mériadec aussi. Et donc nous étions intervenus, je crois, sur Dune, à cette époque-là, à Mériadec. Et puis on avait fait 2 ou 3 interventions donc à l'Utopia. Puis après on a étendu parce que cette année nous avons un nouveau vice-président de l'association qui s'appelle Nicolas Bredeau et qui est donc programmateur chez Artec. Et qui nous a proposé effectivement, on était à peu près sur, je pense, 8 ou 9 événements pendant les Mycéliades sur toute la Gironde. Je reviens sur le film de Lucas. Et il n'avait pas du tout fonctionné quand il est sorti. Non, parce que le film de Lucas, c'est un film très dur. C'est vraiment la dystopie à l'os. Oui. Un film assez âpre et en même temps expérimental. Parce que c'est l'époque où Lucas avec Spielberg, ce sont des très jeunes réalisateurs et donc ils tentent un certain nombre de choses. Et du coup, il avait été déçu et après il a fait American Graffiti, très différent, que j'adore. Tout à fait. Voilà, oui, qui est plus dans on va dire peut-être qu'il se rapproche plus quand même des canons hollywoodiens. Oui, mais justement, parce que je crois qu'il avait été très déçu du flop qu'avait fait son film. Oui, c'est étonnant d'ailleurs parce qu'il a complètement évolué d'un cinéma assez expérimental et c'est pour ça d'ailleurs on va prévenir les gens qui vont le voir et qui s'attendent pas du tout à voir du Star Wars quand même, parce que c'est pas du tout le cas, mais c'est vraiment un film tout à fait singulier. Chandail. Chignon. Chandail et Chignon. Le podcast. Des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Alors je reviens à vous, plus précisément. Quelles sont les grandes étapes de votre parcours personnel ou professionnel qui vous ont amené à cette association ? Alors en fait, j'ai plusieurs vies. Et dans ma formation, d'abord je lis de la science-fiction depuis que j'ai 8-9 ans. Mon grand-père était directeur de la Warner Columbia à Bordeaux. Et donc jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai eu l'immense chance de pouvoir aller au cinéma gratuitement, donc voir tous les films. Et donc à 9 ans, c'était... je suis allée voir Rencontre du troisième type, Star Wars, etc. Ce qui a confirmé une véritable passion donc, pour la science-fiction. Puis après, les années sont passées. J'ai fait des études de lettres tout à fait classiques à l'université Bordeaux-Montaigne. Je suis devenue donc enseignante, le CAPES, l'agrégation. Et puis en même temps, en fait, je continuais à lire de la science-fiction et même quand j'avais on va dire, de grosses épreuves, je me plongeais dans la science-fiction pour évacuer en fait le stress. Je crois que j'ai relu Fondation quand j'ai passé mon CAPES, ce qui était absolument pas raisonnable. J'aurais mieux fait de travailler les grands classiques, mais j'avais besoin en fait tout le temps de cette lecture imaginaire pour être sereine, pour être bien. Et puis au moment de passer ma thèse, en fait, je me suis dit je devais travailler sur François Mauriac, parce que je suis aussi présidente des Amis de François Mauriac actuellement. Puis j'ai dit non, finalement, je ne vais pas apporter grand-chose de plus. Il y a d'immenses professeurs qui ont travaillé, chercheurs sur Mauriac. Et donc j'ai dit, moi, je vais travailler sur la science-fiction française. Donc ça a bien fonctionné. J'ai fait cette thèse et puis après, le travail de recherche m'a amené aussi à faire beaucoup de vulgarisation. Et grâce à Nicolas Martin et Natacha, donc qui est dans l'autre podcast que vous allez enregistrer, j'ai participé à de nombreuses émissions donc sur la méthode scientifique, la science CQFD, mais aussi sur France Inter. Donc ça permet en fait surtout le travail que je veux faire, c'est militer pour que la science-fiction en France soit vraiment reconnue comme, on va dire, un domaine culturel. Alors que ce soit dans les jeux, le cinéma, la littérature, parce qu'en fait, en France, contrairement à tous les autres, aux pays anglo-saxons, la science-fiction, elle n'est pas très bien perçue, notamment par toutes les sphères intellectuelles. Et alors que nous avons d'abord d'immenses titres qui ont permis quand même de penser la politique, le monde, que c'est je dirais le seul domaine culturel qui permet en fait de se représenter l'avenir. J'appelle ça la mythologisation de l'avenir, pour l'IA par exemple, ou la robotique. Et on ne peut pas la laisser de côté, dire que finalement c'est un amusement pour les ados. Ça reste totalement ridicule aujourd'hui. Voilà, donc je milite pour ça. Donc, en vous écoutant, on sent bien que vous n'êtes pas là par hasard. Non. Alors on est dans une bibliothèque. Est-ce que vous avez dans votre parcours un souvenir lié aux bibliothèques ? Alors oui, quand j'avais 10 ans, mon père était instituteur, directeur d'école. Et en fait, l'école où nous étions, alors c'était à Andernos, sur le bassin d'Arcachon,
était à 20 mètres en fait de la petite bibliothèque municipale. Et je pense que j'ai dû épuiser toute la bibliothèque municipale parce que j'y allais tous les jours. Je lisais toutes les BD, tout ce qui me tombait sous la main en fait. Moi j'étais une lectrice compulsive, un peu à la façon de Cavana, il raconte ça très bien dans l'Hérital, où il dit il lit absolument tout, toutes les étiquettes. Voilà, moi j'étais un petit peu ce type de lectrice. Puis un autre souvenir aussi d'adolescente où je me rappelle que la documentaliste de mon collège s'était fâchée parce qu'en fait j'avais lu tout ce qu'il y avait dans le CDI. Voilà, et y compris, alors un petit souvenir quand même, c'était la collection de science-fiction jeunesse du Culot, qui était une des premières collections de science-fiction jeunesse, notamment il y avait donc un auteur qui s'appelle Christian Grenier, qui aujourd'hui est devenu un très bon ami, et quand je le vois j'ai toujours un pincement au cœur parce que ça me fait penser à cette période. Et j'ai absolument dévoré, je lisais à peu près 3-4 livres par semaine en fait j'ai tout emprunté dans ce CDI, et donc arrivé je crois fin de la 4e, en fait j'avais tout lu. Et donc la documentation, mais c'est pas possible, tu peux pas avoir tout lu. Si j'ai tout lu en fait, mais tout, les classiques, et puis surtout la science-fiction bien sûr. Voilà. Donc après, il me faut une très grande bibliothèque. Je vois. Alors, dernière question qu'on pose à tous nos invités, et là c'est dans l'absolu. Vous répondez vraiment ce que vous voulez, c'est pas spécifiquement dans le domaine de la science-fiction. 3 choses que vous aimez, 3 choses que vous n'aimez pas. Je n'aime pas le cinéma français qui se regarde de nombril, parce que pour moi, d'abord sociologiquement, ça veut dire que c'est un cinéma qui ne s'adresse pas à toutes les classes sociales, et pour moi le cinéma il doit être absolument universel. Donc ça, je n'aime pas cette forme de cinéma du tout. C'est pour ça que bien souvent on critique le cinéma américain, mais je pense que le cinéma américain... Donc j'aime aussi le cinéma américain, j'adore les films de gangsters. Voilà, tous les Scorsese sur ces sujets-là, voilà, Coppola aussi, ça c'est vraiment, c'est en dehors de la science-fiction, j'adore ça. Alors ce que j'aime aussi beaucoup, pardon je mélange, mais oui. Ce que j'aime aussi c'est alors j'aime pas forcément le roman policier, j'en ai lu quelques-uns, j'adore par exemple Raymond Chandler et puis le roman noir américain, mais j'adore en fait les histoires des grands criminels. J'ai rencontré là récemment dans une de mes dernières conférences une dame qui est revenue sur les grandes enquêtes sur les enquêtes et sur les grands dossiers des criminels par exemple comme Roman, Petiot, les sœurs Papin, et qui est allée chercher, elle appelait ça les imposteurs. Et en fait, c'est très intéressant de finalement essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière les postures de ces grands criminels et derrière leurs crimes, et voir des individus en fait qui sont totalement vides. Et ça, moi je trouve ça assez fascinant en fait, parce que ça nous permet de toucher à toute l'humanité. Voilà. Et alors qu'est-ce que je n'aime pas non plus. Alors j'adore le poisson sauf les rougets. Voilà. Et puis et alors, je n'aime pas la pollution. C'est-à-dire qu'il y a des villes où je me sens mal, parce que j'ai besoin vraiment d'air. 3e chose que j'adore aussi, c'est l'océan. Donc évidemment, c'est pour ça que je n'ai jamais quitté Bordeaux, parce que si je n'ai pas l'océan à côté de moi, je me sens pas très bien. Mais je n'aime pas les grandes villes polluées, voilà. Et juste une précision, c'est quoi un exemple de film français qui se regarde le nombril ? Alors là, je peux pas vous répondre parce que c'est abstrait quand même comme description. Ouais. Alors j'aime pas les films de Rohmer, voilà. Parce que Rohmer, on l'a toujours monté en épingle. Et quand je les revois là, mais d'abord je trouve ça hyper ennuyeux, très mal joué. Et puis il y a assez sexiste en plus. Donc j'aime pas du tout ce type de film. Ouais. Et merci beaucoup. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et Chignon. Chandail et Chignon. C'était pas très intéressant.